de l'URSSAF qui nous pompe. Ça, c'est le projet, ça, c'est... L'URSSAF, si tu nous entends. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par l'URSSAF. Et j'aimerais bien, pourtant. Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ça fait plaisir de se retrouver ici. On avait envie de vous partager toutes les choses qu'on avait envie de savoir avant le lancement de Studio. C'est vrai que c'est des choses qu'on partage pas forcément. Les réseaux sociaux, c'est tout beau, tout rose. Et justement, on avait envie de parler sans filtre sur ce format podcast. On se retrouve directement à la loge. Du coup, la loge, c'est l'espace qu'on a créé, qu'on a recréé dans ce nouveau studio. C'est un espace modulable pour vous accueillir, pour enregistrer du contenu vidéo ou audio, avec un espace donc totalement modulable. On vous met quelques photos juste ici pour que vous puissiez voir un petit peu les différents espaces qui sont possibles. Tout est modulable, de la caméra au micro, au fond, aux éclairages. Le lieu est fait pour vous, adapté à vos besoins. Et voilà, venez nous voir. Et d'ailleurs, on va peut-être bientôt sortir une nouvelle vidéo sur le nouveau studio, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé. Il paraît. Bon, allez, on commence ? Let's go. On a décidé avec lui de se poser des questions. On connaît pas forcément toutes les questions. Le format va être assez long, donc vous pouvez écouter ça soit sous forme de podcast et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Alors Louis, le premier client, est-ce que tu t'en rappelles ? Ouais, je m'en rappelle bien. C'est le premier projet qu'on a fait ensemble. C'était pour Kyriad de mémoire, le groupe Kyriad, donc les hôtels. Je me rappelle que c'était pas forcément une presta rémunérée, mais c'était la première presta qu'on avait fait ensemble, sur lequel on apprenait aussi à se connaître et à apprendre à travailler l'un avec l'autre. Et c'est là aussi que tout est né, en fait, qu'on a appris justement à travailler ensemble et là où ça a matché, on va dire, un petit peu direct. Donc c'était une presta assez sympa. Il me semble que c'était pendant le Covid ou vraiment juste après. C'était juste après le confinement. On s'est rencontrés d'ailleurs sur un live, c'est vrai, il faut le rappeler. On se connaissait pas du tout. C'est vrai que ça, c'était intéressant de se dire, parce qu'il y a toujours des gens, vous vous connaissez d'avant, qui nous disent ça. Non, on se connaissait pas du tout. On avait juste la même passion sur la photo et la vidéo. Et c'est vrai que je t'avais dit, viens, à tout prix, il faut qu'on fasse un format. Et un format ensemble créatif. Et là, j'avais ce client-là, le groupe Kyriad. Je remercie Théo qui regardera peut-être cette vidéo. Et le défi, c'était aussi de faire de rendre sexy, entre guillemets, la partie d'hôtel. C'était pas facile forcément parce que c'était un 2 ou 3 étoiles. Mais par contre, on a pris du plaisir et c'est là qu'on a vu que travailler déjà à deux, c'était un plaisir. Puis c'était une autre vision aussi de chacun, je pense. Ouais, puis ça permettait aussi de faire notre premier vrai portfolio aussi, d'avoir des vraies images à partager pour pouvoir aller chercher justement d'autres projets en hôtellerie, ce qui nous a permis justement de travailler avec d'autres groupes, notamment comme l'Intercontinental aujourd'hui. Donc très intéressant. Il faut savoir d'ailleurs que Manza Studio n'existait pas. Non. Non, tout à fait, ouais. Donc là, on était chacun indépendant. T'es dit, on essaye de se faire confiance sur ce premier projet-là parce qu'on se connaissait pas forcément et c'est toujours difficile de se dire, ok, tu fais confiance à un autre freelance, mais pourquoi ? Et voilà, ça a plutôt matché. Et 2-3 mois après, la marque naît. Autour d'une réflexion assez bête où on se dit, vas-y, on se lance sous ce nom-là, on verra si on le garde et au final, on l'a gardé. Ouais. Donc voilà, franchement, très très cool ce projet. Ouais, c'est clair. À mon tour maintenant, du coup, de poser la question à JB. Pour toi, c'était quoi le plus gros cliché qu'on pouvait avoir avant de se lancer, avant de créer une marque, une agence photo-vidéo comme Manza Studio ? Il y a deux choses que je redirais. C'est la première chose, c'est qu'on m'a toujours dit ne jamais s'associer avec quelqu'un qui a les mêmes compétences que toi. Donc, ça fait partie d'un des clichés parce que quand t'entreprends, on te dit tout le temps ça parce que justement les profils vont pas se tirer vers le haut parce qu'ils sont pas complémentaires. Chose qui est complètement faux parce qu'on n'a pas du tout la même vision. Et je trouve que c'est ça qui fait aussi le succès de Manza Studio, c'est d'avoir deux visions différentes, à la fois une sur la partie créa, direction artistique, et une autre sur la partie marketing. Bon, vous le savez déjà, qui est qui. Et franchement, ouais, c'est intéressant. La deuxième chose, c'est que je me rappelle, j'avais toujours ce rêve de créer cette agence-là, et je me suis toujours dit ah ouais mais il faut un ingé son, ah ouais mais il faut un ingé lumière, il faut quelqu'un qui s'occupe du décor,
Et en fait, on a décidé de faire un modèle vraiment beaucoup plus agence que boîte audiovisuelle. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des profils polyvalents. C'est comme si, entre guillemets, les gens qui sont dans la team, c'est pas comme si, ils font tout, en fait. Et en vrai, c'est ultra intéressant. Ils apprennent aussi à travers toutes les expériences qu'on a, tous les tournages. Et je trouve que c'est intéressant. Donc vraiment, j'avais ce cliché de boîte de prod où chacun fait une mission et c'est tout. Mais c'est aussi ce qui nous fait kiffer, c'est de toucher un petit peu à tout et de faire à la fois du tournage, à la fois du montage et de pouvoir accompagner en fait les clients de A à Z et qu'il n'y ait pas 50 intermédiaires, même si effectivement maintenant, aujourd'hui on peut le dire, sur certains projets, on travaille vraiment en équipe où on a effectivement un ingé son, une personne pour le maquillage, etc. Sur les plus gros projets. Mais c'est vrai qu'au début, on n'avait pas ce type de projet-là et c'est aussi bien de pouvoir voir l'évolution de freelance à une agence de prod. Pour toi, c'est quoi les 6 premiers mois, ça a été quoi le plus dur ? Pour moi personnellement, et pour le coup tu m'as un peu poussé à passer le pas, c'est de prendre des locaux, parce que c'est vrai qu'on était chacun indépendant, chacun à la fois chez l'un, à la fois chez l'autre, et c'est vrai que prendre des locaux c'est quand même un premier pas. Donc on a commencé dans nos premiers locaux, il doit y avoir une vidéo sur la chaîne où on partage un peu ça. Donc ça c'est un des premiers points. Après structurer un petit peu plus les process. C'est vrai, avoir des devis carrés, des factures carrées, essayer d'avoir un site internet propre. Donc tout ça, mine de rien, ça prend du temps. On a l'impression que tout se fait rapidement, mais non, créer un site de A à Z, ça prend du temps, référencer les projets, se référencer aussi, référencer le site sur Google. Donc tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et je pense que... je m'attendais pas à autant de travail, on va dire, avant de me lancer. Donc un beau défi et... Je pense qu'on a plutôt, j'espère, réussi aujourd'hui. Mais ça a changé quoi justement quand tu étais freelance T'as vu cette différence de gap de travail entre guillemets ou pas ? Il y a plus de travail parce qu'effectivement, alors déjà il y a 2 visions, donc on est obligé de mutualiser ces visions pour que, en fait, notamment le site internet ou tout ce qu'on va faire corresponde à l'un et à l'autre, et puis aussi corresponde aux clients qu'on a envie d'aller chercher. Donc c'est vrai que quand on est freelance, potentiellement on peut faire des projets un peu moins gros, même si ça dépend des personnes. Là, notre objectif c'était quand même d'aller chercher des marques un peu plus grosses, donc du coup d'avoir un site quand même qualitatif qu'on a fait évoluer au fur et à mesure, et se structurer, avoir donc des locaux qui permet aussi d'asseoir la crédibilité au sein à travers les clients. Donc oui, le gap est là, et forcément c'est aussi plus de pression et plus d'enjeux derrière, parce que tu sais que tu as des locaux que tu dois payer, et du coup t'es plus dans ta chambre ou chez tes parents ou chez toi. Donc le gap est présent. Et du coup, pour rebondir un petit peu sur cette question, est-ce que tu penses qu'on aurait dû rester freelance plus longtemps, ou est-ce qu'on a bien fait de monter la boîte à ce moment-là ? Franchement, question difficile. Je pense qu'on a lancé la boîte au bon moment parce qu'on a eu l'opportunité de le faire. Il y a eu une cadence de travail qui était importante et qu'on ne pouvait plus y répondre à deux. Et c'est vrai que ça a été une chance parce que ça s'est fait assez rapidement, et franchement c'était dur, hein. C'était très dur de se dire ok, il y a tous les projets qui arrivent, faut passer le cap à créer une boîte, faut faire nos premiers recrutements, donc faut prendre nos locaux. Enfin vraiment, ça a été un enchaînement de fou, hein. Vraiment c'était trop bien. Mais d'un autre côté, et ça c'est avec toute transparence qu'on l'a vécu, c'est que tu passes d'une vie de freelance où tu gagnes plutôt bien ta vie, à se dire ok, là on va commencer à un peu stopper les rémunérations parce qu'il faut développer la boîte, et du coup il a fallu revoir un petit peu toute la copie, revoir notre strat. Et c'est vrai qu'on a pris une strat assez radicale parce qu'on a décidé de pas se rémunérer. Ouais, les premiers mois ont pas été simples, parce que les charges, parce que l'URSSAF. et effectivement, l'URSSAF, les locaux, le changement de statut. Du coup, il faut prendre un comptable aussi. Créer des statuts, c'est pas gratuit. Donc pour un freelance ou en tout cas une jeune marque, le step, il est quand même là, quoi. Le step est dur aussi. Mentalement, pour chacun, je pense que ça a été dur parce que c'est vrai que c'est une décision que quand t'es en freelance, tu prends un peu à la légère, parce que tu sais pas ce qui arrive derrière.
Et en réalité, tu te prends facilement des portes, notamment sur fidéliser tes premiers salariés, créer une culture d'entreprise. Tout ça, tu endosses vraiment quelque chose de différent. Et en vrai, c'est hyper challengeant, je trouve, parce que t'embarques des gens dans l'aventure. Mais d'un autre côté, ça a son lot de problèmes. Et pour moi, c'est le kiff. Je pense qu'on l'a lancé au bon moment. Aujourd'hui, par contre, si on devrait reparler par exemple de la rémunération, c'est vrai que c'est un sujet touchy. On gagne pas du tout la même rémunération qu'on avait en freelance. Quand on voit des amis qui sont encore en freelance et qui sont pas passés en agence, ils gagnent mieux leur vie que nous. Mais d'un autre côté, et ça, on se le rappelle toujours, c'est que quand nous on prend des moments off, la boîte tourne toujours parce qu'on a des super profils et on est très content. Et eux, c'est pas le cas. Donc ça a des avantages et des inconvénients en vrai. Absolument. On pourrait même faire une vidéo à ce sujet-là. Ça mériterait une vidéo entière. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires si c'est des sujets qui vous touchent ou auxquels vous voulez qu'on réponde ou qu'on vous apporte en tout cas notre vision, n'hésitez pas. Et du coup, pour rebondir sur cette question, à quel moment on a pu se payer du coup ? Déjà, c'était quand j'étais dans la galère et que je pouvais plus payer mon loyer. Non, franchement, moi, en tout cas, toi, tu touchais le chômage parce qu'avec le statut qu'on avait, on était en SAS, donc société par action simplifiée, on peut toucher le chômage. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que Pôle Emploi dernièrement, France Travail maintenant, est le plus gros financier des entrepreneurs. C'est que toi, tu continues à toucher le chômage. Moi, je n'avais plus le droit au chômage, donc j'ai puisé dans mes ressources. Et c'est là où je t'ai dit, coucou, faut peut-être qu'on se dépêche un petit peu à se rémunérer. Et du coup, on a changé de statut. Ça, pareil, vous pensez que ça se fait en un claquement de doigts, que c'est aussi facile à faire. Non, on a été accompagné. Pareil, ça nous a coûté de l'argent. Et c'est là où, en fait, ce changement de statut, ça nous a permis de passer de SAS en SARL, mais aussi de réduire nos charges quand on se rémunère. Donc, c'était beaucoup plus intéressant. Et voilà, c'est à partir de là. Mais c'était il y a maintenant 1 an et demi. Et puis après, la rémunération était évolutive, forcément. Oui. On a commencé petit avec les projets qu'on a eus, et puis petit à petit, on a un petit peu évolué. Donc, mais oui, c'est ça, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Mais c'est ça, après, le truc, c'est qu'il faut pas être trop gourmand, je pense. Même, il y a des fois où on fait des mois où on se dit, on va moins se payer, et c'est toujours le cas des fois. C'est des réflexions qu'on a. C'est en dents de scie, et c'est normal. Et au tout début, on s'est dit, on se rémunère en fonction des charges qu'on a par rapport au loyer et à la vie du quotidien. La boîte, Et la vie de la boîte aussi. On rentre sur la partie un peu touchy. C'est quoi pour toi la partie que tu as le plus sous-estimée quand tu as créé Manza Studio ? Alors, c'est pas tant quand on a créé Manza Studio, c'est plus quand c'est venu après, quand on a pris des alternants et puis après, du coup, des salariés. C'est la gestion humaine. C'est qu'en fait, quand on était freelance, on travaillait l'un avec l'autre et c'est tout. Là, maintenant, on a d'autres personnes du coup à charge et ça reste des humains et du coup, il faut les accompagner aussi, les former pour certains. Et ça demande du temps, de la gestion, leur expliquer comment nous, on travaillait avant pour en fait leur inculquer en fait un petit peu la vision Manza ou en tout cas comment on voit les choses. Et ça demande beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé. Parce que du coup, nous, à la base, on aimait aussi faire de la photo et de la vidéo, et du coup, petit à petit, on est devenu manager, en fait, parce qu'on a été obligé, on n'a pas de manager dans l'équipe, même si petit à petit, on essaye d'évoluer et de former un petit peu les personnes pour que justement, ils soient plus autonomes sur certains sujets. Mais ouais, la gestion humaine, c'est un vrai sujet, et du coup, le temps que tu passes à gérer des personnes, tu ne le passes pas forcément à développer la marque ou à aller chercher justement des projets. Donc c'est un vrai challenge. Puis il n'y a pas que ça, c'est que dans cette vision-là, c'est vrai que nous, quand on était freelance, on avait cette détermination à faire des heures et des heures de taf pour essayer d'avancer. Et c'est pour ça que d'ailleurs Manza Studio a bien progressé, c'est que je pense qu'on a bossé sûrement 2 ans, 1 année, parce qu'on a vraiment charbonné comme des oufs. Et là, on parle sur du salariat, et salariat, c'est 35 heures, loi du travail, donc il faut vraiment faire attention. Et même la façon dont tu t'exprimes à ton associé ou à un salarié, c'est complètement différent. Donc il faut vraiment faire attention. Et c'est vrai que le management, c'est la chose
pour moi, pareil, une des plus difficiles. Donc voilà. Bah, surtout qu'on essaye quand même d'apporter un management assez flexible et assez jeune. On a été freelance aussi, on l'a dit, et on a envie que les personnes dans l'équipe gardent un peu cette liberté et soient vraiment à l'aise de venir travailler. On veut pas des personnes qui n'aiment pas ce qu'ils font, donc toutes les personnes qui sont dans l'équipe aujourd'hui, en tout cas on l'espère, kiffent ce qu'ils font au quotidien. Donc non, franchement c'est un plaisir, mais maintenant ça demande beaucoup de temps. Une nouvelle question pour toi du coup, est-ce que tu as déjà eu peur que l'agence ne tienne pas, voire cool? Au quotidien, à partir du moment où tu commences à prendre des risques, c'est-à-dire prendre des locaux, prendre des salariés, embarquer des gens. Quand tu penses salariés, tu penses à leur plus un. Vraiment, même toutes les charges qui augmentent. Oui, l'arrivée de l'intelligence artificielle, comment s'adapter, tous ces sujets-là qui font que, en tout cas dans notre milieu, le milieu de la communication même en général, il faut savoir évoluer avec le temps, et je trouve que ça peut impacter en tout cas la boîte. On le ressent, et oui, c'est tous les jours on se dit j'espère que qu'on tiendra, où est-ce que je serai dans un an, où est-ce que sera Manza, est-ce que on sera toujours sur la même direction avec les mêmes talents, donc oui, ouais. Ouais, et puis il y a des périodes comme la période actuelle où c'est vrai que la conjoncture est pas hyper favorable, en tout cas dans certains secteurs au développement. Du coup, ça fait partie du coup du stress et de fait de gérer des gens aussi, parce que quand on est indépendant, tu gagnes pas ton argent, tu gagnes pas ton argent, mais c'est vrai que quand tu as des personnes à charge, tu penses aussi à eux, et voilà, ils sont là, ils te font confiance, donc à nous de bien gérer de tenir ça la barre. Mais tu vois, c'est même des sujets d'actualité. On parle de... Il y a dernièrement Trump avec les taxes au niveau de tout ce qui est marchandises. Ça a un impact. Les clients vont moins commander de vidéos parce que les prix et les commandes sont plus... les prix sont plus forts, les commandes sont plus faibles. Donc c'est un impact sur le milieu de la communication, et c'est vrai que le premier budget, et ça on en a conscience, que les entreprises vont écarter, c'est la communication en général. Et ce qui est dommage d'ailleurs, parce que des fois je pense que c'est justement ça qui peut permettre par exemple d'atteindre une cible plus française si tu vends qu'aux États-Unis par exemple, ou autre, hein. Donc c'est dommage, mais bon, voilà. Question business, c'est quoi pour toi la plus grosse erreur qu'on ait fait niveau pricing, niveau devis? Alors je vais pas citer de nom de clients ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça nous est déjà arrivé, alors pas souvent parce que souvent tu le fais une fois et tu le refais plus après, mais de sous-pricer une vidéo. Je pense que ça arrive à tout le monde, surtout quand on débute. Maintenant on le fait beaucoup moins, mais c'est vrai qu'au tout début on a sous-pricé certaines vidéos, et quand on arrive sur le terrain, quand on voit le temps qu'on y passe, l'investissement qu'on y met, le nombre de retours que le client demande aussi, et c'est vrai qu'on se dit qu'on n'est pas forcément rentable en temps passé versus argent gagné. Donc oui, on a fait des projets un peu comme ça, et c'est aussi ça qui fait qu'on on apprend, et en fait on peut on peut réadapter après les devis et savoir en fait avec quel client on a envie de travailler aussi, pour quel prix, et ceux avec qui on a moins envie de travailler. Ouais, c'est vrai que c'est une difficulté tout ça. Les gens pensent que quand t'es freelance, ça arrive, et quand t'es en agence, non. Non, en fait, faut savoir qu'aujourd'hui, même en agence, t'as des charges au quotidien. Il faut que tu puisses rentrer dans ces frais-là. Et c'est vrai que c'est difficile. Puis ouais, en fait, les gens aussi n'ont... C'est un peu triste ce que je veux dire, mais il y a certaines personnes qu'on a en prospect qui viennent et qui n'ont pas conscience en fait du prix de la vidéo, ce que ça englobe, la pré-production, la réflexion, toute cette grosse charge déjà en amont, puis le jour du tournage, et surtout la post-production qui au final fait que le prix de la vidéo est assez cher. Mais à un moment donné, quand tu pars avec une agence et pas un freelance, c'est que derrière t'attends un rendu qui est différent.
Et je dénigre pas les freelance parce que justement c'est bien, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais ouais, quand tu pars avec une agence, c'est un step au-dessus, entre guillemets, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées à la fois dans toutes les phases de production. Et du coup, pour rebondir sur ça, pour toi, c'est quoi le projet qu'on a pris qu'on n'aurait jamais dû prendre? Direct, je pense à un projet. Mais c'était au début de Manza Studio. Je crois qu'on n'était que 2 encore dans la boîte. On était que 2. C'est un projet sur le papier qui était très très cool. C'était pour une marque de cosmétiques. On a rencontré des personnes super sur le tournage. Et c'était très très bien. Nous, on faisait que la partie vidéo. Et je me rappelle, il y avait plusieurs prestataires, dont photographes, modèles pro, etc. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que on avait déjà que dalle de temps pour tourner. Et c'était toute une difficulté parce qu'il fallait faire une publicité. Et déjà, ça, c'est dur. En fait, le photographe passait avant le vidéaste. Donc, je trouve que c'était entre guillemets un peu injuste pour nous parce que la vidéo demande beaucoup plus de temps de préparation. Heureusement, on avait une modèle qui était ultra professionnelle, qui était à l'écoute et qui a su s'adapter. Nous aussi, on a dû s'adapter. Il n'y a pas que ça, c'est qu'en arrivant aussi sur la place, sur le lieu de tournage, en fait, on a dormi ensemble dans le salon et c'était le lieu de tournage aussi. C'est-à-dire que le lendemain, on n'avait pas le choix, fallait se lever. On tournait à cet endroit-là, fallait replier le lit. C'était un peu rustique, mais ça nous a fait de bons souvenirs. Et maintenant, on fait vraiment attention sur ça. La pré-production fait partie de ça, c'est-à-dire que même ce détail-là que j'ai cité, nous, on a besoin de savoir dans quelles conditions on va être reçu sur les tournages et comment ça va se passer. Ça y joue maintenant, ça y joue. Absolument, ouais. On peut pas faire dormir des salariés ensemble sans qu'il y ait des accords, donc ouais, faut vraiment faire attention à ça. Et même nous, pour l'image de marque, à un moment donné, t'as le budget, tu l'as sur la partie prod, mais sur la partie organisation aussi. Pour toi, c'est quoi ce que comprend difficilement un client aujourd'hui? Alors, ça dépend des clients, mais ce qui me vient en tête, ça va être les délais de production et notamment les délais de post-production, donc de montage de vidéos, parce qu'on a plusieurs clients forcément, on a des plannings qui sont remplis souvent un mois à l'avance. Et du coup, on essaye de s'organiser, mais on peut pas sortir une vidéo montée du jour au lendemain, à part exception si c'est un événement, si on s'organise, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut leur expliquer et éduquer en fait les clients que une vidéo, ça se monte pas non plus du jour au lendemain. Et en fonction aussi de ce qu'ils veulent, forcément, si c'est une vidéo simple, bien entendu, ça peut se faire. Et c'est surtout qu'il faut qu'on ait l'information au moment où on fait le brief. Parce qu'en fait, ça nous est déjà arrivé, ça nous arrive toujours qu'en fait, une fois qu'on a fait le tournage, le client nous dise « Ah ok, la vidéo, je la veux demain. » Ouais, fin de semaine. Et en fait, c'est des informations qu'on demande maintenant à chaque fois parce qu'on a besoin de savoir « Ok, le tournage est tel jour, mais quand est-ce que vous avez besoin du rendu ?» pour que justement, ça évite ces désagréments qui pensent qu'en fait, une fois que le tournage est fait, le montage se fait le lendemain. Donc pas forcément. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un truc, c'est vrai qu'on y pense souvent. Enfin, moi, j'y pense souvent. J'ai l'impression que certains de nos clients pensent qu'on est 50 dans l'équipe. On est une agence à taille humaine. C'est aussi parce qu'on le veut. On ne veut pas devenir une grosse industrie de production de contenu. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se démultiplier. Se multiplier, pardon. Donc c'est un peu galère, Je me rappelle au tout début, quand on était 2, à un moment donné, ils voulaient que ce soit que toi, Louis. Puis après, quand c'était mon client, que ce soit que moi. Après, quand il y avait des nouvelles personnes, que ce soit que cette personne-là ou que nous 2. Et ça, ouais, non, c'est pas possible. C'est 2 problèmes différents, mais c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on les rappelle. C'est qu'on n'est pas 50 dans l'équipe. Et tant mieux d'ailleurs. Parce que sinon, ça serait 50 problèmes différents. Mais voilà, c'est intéressant de garder cette structure-là et aujourd'hui de leur dire oui, on est une agence à taille humaine. Mais tout en restant flexible, et c'est important de garder cette flexibilité-là, que s'ils ont besoin d'une vidéo dans 2 jours,
on peut le faire. Maintenant, il faut juste Nous prévenir. qu'on soit au courant et qu'on se réadapte. qu'on s'adapte. Mais en tout cas, on essaye en tout cas de rester le plus flexible possible parce que c'est aussi ce qui fait que les clients aiment bien travailler avec nous. En tout cas, on l'espère, c'est d'être flexible et à l'écoute en fonction des besoins et des délais de rendu. Ouais. Pour toi, du coup, c'est quoi le conseil que tu donnerais à une marque, peu importe laquelle, qui voudrait travailler avec une agence photo-vidéo ? Le conseil Enfin, il y a 2 conseils que je donnerais. Le premier conseil, c'est déjà d'identifier sa cible, vraiment sa cible, enfin à quel consommateur, quel client ils ont, ou quel est qui va recevoir ce message-là. C'est vrai que c'est l'aspect marketing, mais c'est aussi en fonction de l'objectif de la vidéo. Et si tu remplis pas ça, si tu coches pas ça, ton message il va passer à côté et ta vidéo ne servira à rien. Là aujourd'hui on est une agence de prod photo-vidéo et c'est vrai que nous derrière on doit réaliser les objectifs des clients et donc si tu connais pas ta cible et si tu connais pas ton objectif de vidéo, tu passes complètement à côté des résultats. Donc nous déjà généralement on les aiguille, on leur dit mais à quoi sert votre vidéo, quel est l'impact que vous voulez avoir, c'est hyper intéressant d'ailleurs, on pourrait en faire une vidéo aussi parce que c'est toute cette partie conseil qu'on développe, c'est arrêter de faire des vidéos pour faire des vidéos. Ouais, on les conseille aussi sur quel format choisir parce que ça nous est déjà arrivé où les clients veulent une vidéo horizontale pour présenter un produit alors qu'en fait 3 vidéos verticales seraient potentiellement plus pertinentes. C'est un exemple comme ça, mais oui, le conseil, en fonction des rendus qu'ils ont besoin, ils sont pas forcément toujours... Puis il n'y a pas que ça. Le deuxième conseil, et ça c'est hyper important, c'est se poser sur une feuille, commencer à écrire le brief en fait de ce qu'attend en fait la cible et vraiment les différents objectifs de la vidéo ou de la partie photo et le pourquoi en fait de ça. Je pense que si déjà les marques font ce travail et arrivent directement avec un brief, et on a des marques qui le font très bien et je trouve que c'est hyper intéressant parce que derrière on a vraiment tous les éléments. Nous ça nous évite aussi d'aller chercher en fait toutes les petites choses qui font que, mais après ça fait partie de la pré-prod en soi, mais au moins c'est plus clair, les gens ils savent vers quoi ils veulent aller et nous en fait on va les accompagner à atteindre cet objectif par exemple. Donc non, c'est beaucoup plus intéressant quand les gens ont vraiment eu cette réflexion en amont de ok, j'ai un budget, je vais l'allouer à ça parce que si, parce que ça, et pas ok, j'ai un budget, faut faire une vidéo et c'est tout. Bon, on parlait de tout à l'heure la partie ressources humaines. Et en vrai, j'avais envie de poser cette question pour toi. Le premier recrutement chez Manza Studio, qu'est-ce que t'en as pensé ? Le premier recrutement, c'était, on va dire, un test, parce que il fallait qu'on recrute une personne qui corresponde à l'univers Manza, une personne qu'on allait pouvoir intégrer, qu'on allait pouvoir former aussi. Et du coup, c'était un vrai test, un vrai défi de prendre cette première personne. Spoiler alerte, ça s'est pas forcément passé comme prévu parce que on n'était pas sur la même longueur d'onde et du coup c'est aussi là où on se pose des questions. Est-ce qu'on a bien fait le recrutement ? C'était notre premier. Du coup depuis on a mis en place des process pour justement ne plus que ça arrive. Maintenant ça reste des personnes humaines et c'est vrai que entre ce qu'on te vend lors d'un entretien et ce qu'il y a derrière, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, ça matche pas forcément. Donc aujourd'hui, c'est vrai que depuis on s'est séparé de la personne d'un commun accord, mais je le prends pas comme un échec parce que justement ça nous a appris à peut-être choisir un peu mieux les personnes ou en tout cas définir en fait quel besoin on va avoir besoin justement pour le profil recherché. Donc intéressant. Maintenant, on a perdu de l'argent et c'est le jeu aussi, mais en tout cas très formateur sur l'aspect humain aussi et je regrette pas du tout. Il faut savoir que d'ailleurs sur cette période-là, on avait fait 2 recrutements quasi en même temps et le deuxième recrutement s'est super bien passé. Ouais. Donc heureusement d'ailleurs parce qu'on aurait pu se dire c'est pas fait pour nous d'avoir une équipe. On a su se rebondir et se remettre en question et pareil, je le considère pas comme un échec, mais c'est vrai que ça a été très dur de pas accomplir un peu les objectifs de cette personne qui était en alternance d'ailleurs, et de se dire on n'arrive pas jusqu'à la fin du contrat et on n'arrive pas à l'amener là où on voulait l'emmener. Donc c'est comme ça arrive, c'est malheureusement dans la vie d'une boîte, mais bon,
Pas de regret. Pas de regret. Bon, on va parler un petit peu maintenant plus de la partie communication. Même si j'ai mon point de vue, pourquoi on a mis un peu de temps à créer notre propre communication, à sortir aussi des vidéos YouTube, parce que c'est vrai on essaye d'être plus récurrent là ces Merci à derniers vous, mois. hein, d'ailleurs, hein, ceux qui regardent la vidéo là, un grand merci. Mais ouais, pourquoi ça prend du temps? Pourquoi on n'est pas beaucoup sur Insta? Pourquoi on sort pas des vidéos YouTube toutes les semaines? Bah, c'est simple, hein. On charbonne plus pour nos clients que pour nous. On oublie le développement. Ouais, c'est souvent le rush. Et en vrai, c'est intéressant parce que ça marche par phase. Là, aujourd'hui, on a un peu plus le temps de faire du contenu, donc on va le faire pour vous et on est hyper fiers de le partager. Mais voilà, on s'oublie un petit peu. Ça a un impact hein, quand même, hein, au fur et à mesure, ça a un impact parce que c'est vrai que on a toujours eu de bons échos d'ailleurs de ce qu'on fait en termes de prod, tout ça. Mais on a toujours voulu avec Louis, que ce soit sur nos contenus perso ou même sur Manza Studio, partager un peu cette passion, la photo, la vidéo, la vie en agence, les backstage. Mais ça prend beaucoup de temps et si on avait l'argent pour le faire, d'avoir quelqu'un à plein temps sur la captation vidéo, des backstage, de tout ça, bah ouais, ça serait top. Mais bon, ça prend du temps, on le fait, il y a des formats très cool qui vont sortir. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner d'ailleurs. Petit moment promo. Mais non, c'est ça, c'est vraiment ça le souci. On est d'accord. Ouais, et après, quand t'es indépendant et que tu vois beaucoup de contenu des meilleurs créateurs, je les citerai pas parce qu'ils sont beaucoup et on a de la chance d'avoir des créateurs francophones super bons, bah, c'est sûr que là, tu l'as dans ton planning. Sauf que quand tu gères une équipe avec pas mal de personnes dedans, quand tu gères les projets, quand tu gères la partie administrative, bref, j'en passe. Mais c'est vrai que la com passe un petit peu en dernier. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage parce qu'on a vraiment la chance de faire un métier qui est incroyable. On rencontre des gens incroyables, des projets incroyables. Franchement, c'est ouf. Si on pouvait vous documenter ça avec des lunettes méta H24, ça serait ouf. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo-là, c'est que en fait, on a envie de vous expliquer pourquoi on a créé Manza Studio, ce qui se passe au quotidien, que ce qu'on montre sur les réseaux, c'est pas toujours la folie ou tout n'est pas toujours tout rose. Donc c'est vraiment l'objectif de ces vidéos-là et j'espère que ça vous plaît. Un format un peu plus long. Si vous avez d'autres envies ou qu'on creuse certains sujets un peu plus posés comme ça et où on rentre un peu plus dans la vie de l'agence, on y répondra avec plaisir. On va se libérer du temps aussi sur des projets un peu backstage, vie en agence, tout ça. Certains formats vous intéressent, donc d'ailleurs, si vous voulez voir aussi d'autres formats, n'hésitez pas. Donnez-nous plein d'idées, on est preneurs, on a plein d'idées aussi. Le temps se libère et on veut créer de plus en plus du contenu. On a besoin de force aussi sur les réseaux sociaux. C'est vous aussi qui nous donnez un petit peu cette énergie, cette adrénaline. On vous remercie à chaque fois qu'on vous croise et tout. Ceux qui disent ouais, Manza c'est incroyable et tout. Merci, en vrai, ça fait vraiment chaud au cœur. Mais c'est pas tout rose, donc c'est important de le dire. Est-ce que tu peux me rappeler un moment où d'ailleurs on s'est déjà embrouillé ou pas d'ailleurs? En vrai, on s'est jamais vraiment embrouillé, on s'est jamais fait la gueule ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est ce qui fait aussi notre force, c'est qu'en fait on arrive à discuter. Ça arrive de temps en temps qu'on ait des avis qui divergent, que ce soit pour les recrutements, que ce soit pour les locaux, que ce soit pour l'achat de matériel, peu importe. Et en fait, moi je vais tirer d'un côté, toi tu vas tirer de l'autre, mais on n'arrive jamais à une rupture. En fait, je pense qu'on est suffisamment intelligent là-dessus pour discuter et écouter l'autre aussi, parce que c'est important de pas rester forcément sur ses positions. Il y a certaines fois où tu as lâché du lest pour certains sujets et inversement. Et je pense que justement, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est qu'on arrive à s'entendre, on est plus ou moins sur la même longueur d'onde et les décisions qu'on prend sont du coup réfléchies. Et ouais, non, c'est jamais... Et après, généralement, quand il y en a un des deux qui prend une décision et qui au final, ça foire, on sait qu'on a foiré tous les deux parce qu'on a donné l'accord et qu'on y a cru en l'idée ou dans la décision, mais voilà, c'est comme Ouais, ça. ça reste des choix à deux et
On va jamais se faire la gueule parce que l'un a pris une décision qui malheureusement n'a pas abouti ou n'a pas fait ses preuves. On arrive déjà sur la fin de cette vidéo, mais j'avais quand même envie de leur mettre l'eau à la bouche. Et surtout pour cette question-là, c'est quoi les prochains projets ou les prochains trucs qu'on attend à Manza Studio? Forcément, donc le développement de la chaîne YouTube, on y tient. Ça va être dans les prochains mois, voilà, comptez sur nous pour sortir des futures vidéos. Et puis des événements physiques. On a envie de vous rencontrer aussi, de tous se rencontrer pour discuter de création de contenu, justement, pour creuser peut-être ces sujets un petit peu plus profondément. Donc on aimerait bien faire un événement à Bordeaux et un événement à Paris pour justement tous se rencontrer puis parler de tout ça. Il y a une annonce de partenariat aussi. Oui, on va... Oui, mais c'est vrai, il y a une annonce de partenariat. Et ça, on va pas trop en parler pour l'instant parce qu'on est en pourparlers, comme on dit. Mais non, franchement, ça va être cool. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de réflexions aussi sur la strat de Manza Studio. Et comme disait Louis, YouTube en fait partie. Vous rencontrer en fait partie. Et ça, on a compris que c'est grâce à vous aussi que ça fonctionne. Donc on voulait vous dire un grand merci si vous êtes restés jusqu'à la fin. La vidéo est longue. La vidéo est longue. Pour ceux qui ont cuisiné en même temps d'écouter, ça fait plaisir. Bon appétit. Mangez bien et bon appétit. Et là, c'est le petit moment promo. Abonnez-vous, partagez, commentez, donnez-nous de la force. Puis voilà, je pense que c'est tout. Ouais, merci encore une fois et à très vite pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao. Ciao.